Bonjour à tous et bienvenue pour ce live numéro 95 en direct SoCal Franchise. Nous sommes ici à Los Angeles. Ça va Alex? Ça va Charlie? Oui, ça va très bien Alex. Comme un vendredi? Hein? Ben oui. J'espère que vous êtes confortablement installés. Hein. Cette semaine, on va vous faire découvrir nos arrivées de la semaine. Notre arrivée de la semaine. Notre, oui. Parce que là, cette semaine, c'était pas... Ouais. Bon, c'est du lourd, mais elle est arrivée unique. Voilà. C'est la seule caisse qu'on a, il me semble, hein. C'est la seule nouvelle caisse de la semaine. On a d'autres qui sont sur le point d'arriver. Mais voilà, on va vous montrer cette Impala qui est absolument gorgeous. Voilà. Hein, on vous a agrémenté la Cougar de petites jantes de type Torque Trust. On l'a californianisée. Bah oui. Donc là, voilà. Elle a une vraie bonne dégaine. Et ça reste un cœur à prendre. Hein. Mais c'est la dernière. C'est la seule voiture à vendre du shop. Aujourd'hui. C'est la première fois qu'on se retrouve à avoir vendu toutes nos caisses et il n'en reste plus qu'une. Et pas des moindres. Voilà. Et c'est vrai que ça lui va bien. Hein. Alors, les amis, j'espère que tout va bien. Jenny, est-ce que tu veux bien afficher les commentaires, s'il te plaît? Voilà, comme ça on saura. Hein, tout le monde est bien, vous avez tous vos sons. Alors maintenant, on va vous faire le sommaire, mais je vais vous demander juste avant le sommaire, s'il vous plaît, d'appuyer tout de suite, maintenant, sur les likes, tout ça, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et vous faites aussi un petit partage. Donc vous pouvez partager sur votre mur la vidéo en direct. Comme ça, eh bien, les gens qui n'ont pas eu la notification comme quoi nous étions en direct peuvent éventuellement suivre le live avec nous. L'objectif, c'est qu'on soit de plus nombreux possible en live pour qu'on puisse partager un moment sympa tous ensemble. Donc on va vous parler de plusieurs trucs aujourd'hui, Alex. On va commencer ce petit live avec une pensée émue pour Michel Colucci, qui nous a quittés le 19 juin 86. Je me souviens, j'avais presque 11 ans, ça m'a marqué, c'était vraiment... c'est marrant, comme quoi parfois il y a des pertes comme ça, c'est des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais qui font un peu partie de la famille. Donc voilà, dont notre ami Michel faisait partie. Voilà. D'autres noms, hein, pour ceux suivant leur culture générale, cinématographique, musicale ou autre. Voilà. Donc il y a des personnalités comme ça qui partent trop tôt et dont on pleure la mort, même n'ayant pas eu la chance et le privilège de l'avoir connu et côtoyé. Voilà. Il y a beaucoup de gens ici, quand je me promène, les Américains me disent « mais qui c'est c'est quelqu'un de ta famille, etc. » Et quand je dis que c'est un comédien français, les gens disent « bah non, il doit vraiment être drôle pour que tu l'aies tatoué sur ton bras. » Et oui, voilà. Donc ça, c'était la petite dédicace à Coluche. Ensuite, on va vous parler tout de suite donc du Rallye du Cœur. Rallye du Cœur, donc comme vous avez pu voir dans le post qu'on a fait cette semaine, c'est notre ami Nicolas qui va nous représenter avec la Mustang Presidential Blue qui est sortie de notre atelier. C'est une voiture sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et en fait, on a choisi Nico parce que il a tout de suite, il s'était tout de suite proposé dès le départ de nous représenter, premièrement. Et en plus de ça, il est hyper impliqué dans la cause avec sa femme Audrey. Et donc, ils ont déjà pris contact avec la petite Jeanne que nous représentons et que donc Nico représente. Et donc, un grand merci à Nico. Donc, n'oubliez pas, demain, de suivre donc, le Rallye du Cœur à Versailles. Il est encore temps de faire vos dons. Ils ont déjà atteint une bonne partie de leur objectif. On a des confrères et des amis qui ont fait des scores incroyables, notamment JP Gagic, qui a dépassé les 10 000 euros. Donc, bravo à JP. Nous sommes plus modestement à 1750, il me semble. Mais ce qui serait génial, ce serait qu'à la fin du live, on arrive au moins à 2000. Allez. Hein, parce qu'on n'a pas l'audience de JP, mais en proportion, eh ben, c'est déjà un beau score. Et on a été parmi les premiers très longtemps. Bon là, la grosse machine TF1 et donc bien entendu JP et sa femme Laetitia qui ont vraiment boosté le truc, qui ont vraiment joué à fond le jeu. Et donc, ils sont à plus de 10 000. On a notre ami Jerry qui est à 3 000. Donc voilà, et donc plein d'autres personnes qui continuent à se motiver à fond. Donc, nous ne pourrons pas y être. Mais voilà, c'était le dernier petit mot. On vous en a parlé pas mal. Donc voilà, le Rallye du Cœur.
ça va se passer demain et nous on va suivre avec le décalage horaire un petit peu comment ça s'est passé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais donc voilà, donc ça c'est les petites notes que j'avais fait. Ensuite pour notre sommaire, on va parler de cette Impala. Tu as eu la chance d'en avoir une pendant longtemps, une 62, donc ça c'est une 61. Moi j'ai une 64 et une 60, donc on connaît bien ces caisses-là. En plus celle-ci a la particularité d'être big block, finition exceptionnelle, et en plus de ça elle est sur Air Ride. Tu pourras nous expliquer un petit peu, ça continuera un peu l'explication qu'il y a eu par rapport à la semaine dernière. Donc dans le live, là c'est carrément la gestion. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de la gestion d'air, et ensuite tu nous feras un petit topic sur la partie éthanol, donc l'alcool. On va voir comment ça marche. Comment ça marche. Voilà. Ensuite, on fera la petite partie, l'interlude historique avec notre ami Jérém. Et là, on va parler de la Shelby GT500 KR convertible. C'est un peu le côté vacances, soleil. Voilà. OK? Donc, on va y aller. Donc, on va commencer. Est-ce que tu veux qu'on commence par les voitures en cours? On peut parler de la caisse de Christophe. Un petit point. Donc la voiture de Christophe, ça a bien avancé parce qu'on l'a complètement désossé. On est arrivé au point de démontage avant de remonter les belles pièces. Donc on a sorti la mécanique. Là, on est en train de finir le démontage de l'AB moteur. Donc on va sortir le faisceau, le maître-cylindre, le master vac, le boîtier de direction. On va tout enlever parce que notre ami veut que du top matos. Donc freinage Wilwood, sauce performance et boîtier Borgeson, enfin la grossette habituelle. Ouais. Et petite cerise sur le gâteau, un moteur très très pimenté. Mais ça, on en parlera la prochaine fois parce qu'il n'est pas là et je ne parle pas d'une chose que je ne peux pas imaginer. Donc, petit suspense, il y a un très beau moteur qui va aller dans cette Mustang et vous allez être obligé de nous suivre pour voir ce que ça sera. Bon, c'est un truc qui sera musclé. Là, les suspensions, ça va aussi être une première pour nous parce que là, on va attaquer vraiment de la gros upgrade en suspension. Sur le Mustang, alors ceux qui suivent, nos plus fidèles aficionados, ont pu voir ce qu'on a pu installer sur une Chevy Nova, donc la Chevy Nova de Vincent, donc qui avait reçu un traitement complet de suspension triangle tubulaire, bac d'ailerin, enfin tout le cinéma. Et donc là, la Mustang, on va faire un peu le même genre de traitement. On va surtout travailler à l'arrière parce qu'on va se séparer des lames de suspension qui sont inefficaces et un petit peu démodées. Et donc notre client voulait une suspension un peu plus avec un peu plus de répondant. Donc on va lui mettre un système triangle, enfin à bras parallèles. Et donc on va revoir toute la suspension arrière. À l'avant, elle va recevoir des combinés filetés. La triangulation restera celle d'origine. Tout est neuf, ça va été changé, les triangles, etc. Donc il n'y a pas besoin d'y retoucher. Puis aussi une question de budget, si on commence à aller full out, tout tubulaire, tout délain, à un bout d'un moment. Donc là, notre client nous a demandé de privilégier l'arrière, le freinage, le moteur. Le train avant est neuf, donc il n'y aura pas de souci. Et il recevra son set de combinés filetés, donc ce sera nickel. Voilà, une belle petite caisse. On a une boîte C6 qui est un peu plus costaud, qui va encaisser les chevaux, on va mettre un shift kit pour qu'elle encaisse les watts converteur avec un du plus gros moteur qui va arriver. Donc elle aura un vrai répondant au démarrage, ça va envoyer du bois. Et puis on va peaufiner un petit peu tous les petits détails, une nouvelle moquette, panneau de porte, tout ce qui est un peu pas frais, on va remettre un petit coup de frais partout. Nouveau volant bien sûr, nouveau shifter, les choses qui sont un peu démodées, ça on va y passer. Bon bah c'est vraiment cool ça, donc ça Christophe, c'est quelque chose qui avance. Oui, de quoi s'agit-il? Cuento. Quoi? Eh ben, allez, 25 000 €, tout de suite maintenant, 25 000 € livrés. Une superbe Cougar et tiens, on va ouvrir le capot parce que cette caisse-là, elle cache bien une grosse partie du travail qui a été fait. Pas une grosse partie du travail, niveau mécanique, elle est ready to go. Elle est ready, donc Jenny vient montrer cette superbe mécanique. Ce n'est pas alors c'est le moteur d'origine que nous avons refait, mais avec des petites améliorations de type musculature. Voilà, il y a une petite cam qui va bien. On va même dire, un mild cam. Ouais. Bon, là, c'est vrai, il y a une vraie mild cam. C'est pas une truc hardcore de drag, mais c'est une cam quand même assez méchante. Après, là-dessus, on a des pistons plats, donc on a le taux de compression augmenté avec des pistons en alliage. Tout a été refait, les coussinets, etc. Petit carbu et de broc, petite pipe. Le petit combo les collecteurs qui va bien, du coup ça libère vraiment le moteur, elle a vraiment la santé. Franchement, elle surprend, elle est surprenante. Quand tu la regardes comme ça, on dirait un cruiser paisible.
quand tu accélères, ça envoie du bois, quoi. Non, franchement, elle roule très très bien. Donc bah, évidemment, on avait revu la suspension, amortisseur neuf, bon, comme d'hab, la recette habituelle. Ouais. Et puis voilà, elle présente bien, c'est une belle auto. Et puis c'est original, une Cougar, ça change un peu. Mais ouais. Ces phares cachés, ça rappelle un peu les voitures, un peu les Mopars de ces années-là ou les Camaro RS. Ouais. Donc c'est assez cool d'avoir cette espèce de face avant menaçante. Et quand on a besoin des phares, bah, ça s'ouvre. Tu peux nous la mettre en route et on va, comme ça, on va faire la petite démo, on va montrer ça. Bien sûr. Alors, le gars qui nous dit « Ah, j'aime pas la couleur, j'en veux une autre. » Eh ben, accrochez-vous pour en trouver une autre dans cet état-là, avec des soubassements aussi sains et tout. C'est difficile à trouver. Je vais me mettre à l'arrière. On sent que le moteur, il respire. Hein. Donc, on l'a, le petit glouglou au ralenti. Voilà, cette caisse, elle est vraiment, vraiment intéressante. Vous nous direz en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles roues. C'est un exemple, hein, le client peut choisir, on peut mettre d'autres types de roues, on peut mettre du 15 pouces, on peut mettre des pneus, par exemple des BF avec des lettres blanches, etc. Mais c'est vrai que là déjà, ça lui donne un meilleur look. Voilà. Alors, je vous rappelle, si là, ceux qui nous rejoignent maintenant, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton partager en même temps que vous regardez la vidéo. Vous appuyez sur le bouton partager, ce qui permettra à plus de gens de nous voir en même temps, en simultané. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les lives plus tard dans le week-end, en replay, etc. Mais c'est sympa aussi d'avoir pas mal de gens en même temps. Comme ça nous permet d'avoir un peu plus d'interaction. Et justement, les amis, aujourd'hui, on va interagir. Ah, vas-y, arrête-moi. Parce que je voudrais quand même déclarer que cette voiture a été élue voiture de l'année par le magazine Motor Trend en 1967. Et j'ai la preuve là, parce qu'il a le sticker de la voiture de l'année sur la glace. Donc il a, à mon avis, un précédent propriétaire avait essayé de commencer à l'enlever. Mais moi, je trouve ça rigolo de le laisser. C'est le petit détail qui est rigolo, quoi. Ouais, c'est cool. Voilà. Voiture de l'année 1967. Donc, ceux qui sont nés en 1967 peuvent avoir la voiture de l'année. Ah. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous demandent, qui nous commandent des voitures de leur année de naissance. Donc, et notamment tous les jeunes quinquas hein, qui s'intéressent à toutes ces voitures des années 60. Et je vais rebondir sur un truc, puisque notre ami Sylvain, qui vient de se porter acquéreur de notre projet Koji. Donc ce projet-là, donc qui va suivre le projet d'Eric, donc le projet d'Eric là qui va bientôt partir en carrosserie, Fastback 68, une autre Fastback 68. Alors celle-ci, comme vous pouvez le constater, elle a été thermostat 4 cuite tranquillement au soleil californien. Elle a besoin d'amour. Mais on a discuté d'un truc avec Sylvain et Sylvain hésite parce que cette voiture-là, on a beaucoup de documents avec, et notamment le fameux Marty Report. Et en fait, Sylvain se tâte. Sylvain se dit... Il est hésitant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que on la refait en Royal Maroon, comme sur le truc, telle qu'elle est sortie à l'époque, etc. Ou est-ce que je la fais dans une couleur qui me plaît? Alors, ça peut être gris, bleu nuit, ou voilà. Donc... Sylvain m'a dit pourquoi tu ne demanderais pas au live l'avis des gens. Alors ça ne veut pas dire qu'il va vous écouter tous, hein. Si vous avez 50 avis, de toute façon il ne pourra pas tous vous écouter, mais ce qui est sympa c'est de discuter un petit peu d'éventuellement de votre opinion sur le fait, si c'était vous et que vous aviez ici cette page blanche mécanique, on sait déjà ce qu'on va faire, hein. Par contre, en couleur, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous la laisseriez dans sa couleur d'origine, ou est-ce que vous partiriez sur une couleur qui vous plaît à vous? Alors ça, les avis sont partagés, il y a des adeptes, et ça c'est vraiment... J'ai dit à Sylvain, on va avoir du 50-50. Donc là, si vous voulez, vous pouvez commencer à nous donner votre avis. Au fil du live, Jenny nous répétera un petit peu ce qui se passe. Comme il y a un léger décalage entre le moment où tout le monde dit d'origine. Et toi, tu ferais quoi? Moi? Oui. Moi, je la ferais bleu nuit. Bleu nuit. Je la ferais bleu nuit parce que ce que je me dis, c'est que, effectivement,
la valeur, le truc d'origine, etc. Ok. Mais si je me fais plaisir sur une voiture et que j'ai la chance de partir sur un truc tout neuf, j'ai envie de choisir ma couleur. Ça, c'est moi. Toi, tu ferais quoi? Ah, moi, je ferais un beau gris gunmetal, métallisé. Ouais. Voilà, style John Wick, un peu, couleur gris foncé comme ça. Ouais. Ouais, Et ça, toi, je Jérém, ferais. viens, Jérém. Ça se trouve, Jérém, il va être adepte de la couleur d'origine. Exactement. C'est vrai? Moi, je la laisserais même telle qu'elle est. Ah oui, alors Jérém, lui, il irait encore plus loin, il la laisserait en mode Survivor. Ouais. Bah, c'est un style. Ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire, Sylvain, là? Les mecs, vous l'aidez pas. Non, moi, je trouve qu'elle est belle, ouais, comme ça, avec ses Mais accros d'épaule. c'est rare de trouver alors on trouve beaucoup de trucks avec la patine d'époque, mais c'est difficile de trouver une voiture qui a voilà, et tu vois, elle résonne de partout, quoi. Tu sens qu'elle est vraiment, c'est vraiment son métal, quoi. Bon, on y reviendra, on refera un petit point un peu plus tard. En tout cas, au programme, on va avoir une boîte de vitesse 5 vitesses Tremec, un moteur calé Watt, les gros freins, tout ce qu'il faut, bien entendu suspat, etc. Et après, elle restera, bien entendu, d'origine, tout ce qui est accastillage, etc. Bien entendu, on ne va pas faire de Tu tuning, vas pas mettre les béquets? on ne va pas mettre de béquet, mais voilà, la question de la couleur reste un petit peu en suspens. Donc, eh bien, Rose ou violet? voilà. Non, non, ça n'arrivera pas. Ensuite, est-ce que tu veux nous parler de ça? Ah bah, là, ça, on pourrait en parler des heures, hein. Alors, Impala 61 Bubble Top. Cette caisse-là, vous pouvez admirer ce qu'on appelle le stance de la voiture. Donc là, Alex, tu l'as mis au plus bas, là? Ah, je l'ai mis au plus bas. Voilà, Alex l'a mise au plus bas. Donc, cette voiture-là, eh ben, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir une caisse comme ça ici au shop. Donc, c'est la voiture d'Anthony, notre ami de American Coffee Garage. Donc, Anthony, vous souvenez-vous, qui a aussi la très belle Charger 68, hein, noir aussi. Donc, c'est un homme de goût, hein. C'est un homme de goût, cet Anthony. Donc, vous voyez, la voiture est absolument magnifique. Et donc, elle a donc déjà, la base, c'est quand même une base qui est très très belle. Les Impala, tous les ans, changeaient de design. Donc, donc la 60 était très différente, 58, 59, 60 avec les fameuses ailes de mouette à l'arrière. Donc, la plus caractéristique, c'est la 59 avec les ailes de mouette qui sont énormes. La 60, elle a aussi les ailes et elle a déjà les 3 feux comme ça à l'arrière. Et après, ces 3 feux vont rester quasiment jusqu'en 66, puisque en 66, on a les feux Voilà, qui sont 66, qui c'est sont terminé, longs. Ils mettent Voilà. des feux plastiques. Et ça revient en vraiment 68, Ouais. et ils sont dans le pare-choc. Voilà. Donc là, nous, on va s'intéresser toutes ces premières Impala. Donc voilà, c'est des caisses qui sont absolument magnifiques. Donc celle-ci, donc ça s'appelle Bubble Top. Donc tu vois, Jenny, si tu filmes toute la partie du toit avec des montants qui sont très fins, une grosse surface vitrée et le pare-brise bombé aussi très caractéristique des voitures de ces années-là. Donc celle-ci a une boîte méca, suspension à air et après, Alex, tu vas nous montrer, on va ouvrir sous le capot ce qui se passe. C'est quand même un vrai bijou ce truc. Alors, Donc c'est une voiture qui a été entièrement restaurée, complètement rôtisserie, là c'est le vrai boulot, du gros taf, vraiment. Et puis ça a été bien fait, on voit qu'il n'y a pas eu de raccourci ou de bâclage en tout genre. Non, c'est vraiment du beau boulot. Ils ont tout refait bibiche, comme on dit chez nous. Et ils l'ont en plus pas trop défigurée, elle reste quand même dans sa configuration d'origine. Il y a des petits détails qui sont très, très sympas. Ils ont lissé la cloison pare-feu parce que maintenant elle a un système vintage air de clim moderne. Donc tout se place sous le tableau de bord. Donc ils ont enlevé le gros boîtier de chauffage d'origine, ils l'ont lissé. Donc ça fait propre, cette baie moteur qui est immaculée. Et pareil, les passages de roue sont peints en noir brillant, verni. Tout est nickel, franchement une vraie belle caisse. C'est une caisse de show mais que tu peux utiliser. C'est pas encore une galère à vraiment entretenir parce que des trucs tout chromés, etc. Là, il y a un peu de chrome, un peu d'alu poli, c'est vraiment cool. Donc, comme je le disais, elle a la clim, donc même quand il fait chaud, pouf, tu te mets un petit coup de clim. Et ce fameux moteur, le Big Block 348, avec ses 6 carburateurs Rochester. Donc, il y a du muscle, il y a du couple, c'est à l'ancienne. C'est mid-custom, mid-street machine. Hein.
Donc il y a un peu de toutes les tendances et franchement, le gars qui l'a faite avait vraiment du goût et elle est vraiment réussie. Il y a des gros freins, triangle tubulaire, vraiment rien n'a été épargné. Ils ont vraiment fait le truc de la bonne façon. Les fameuses jantes rallye en aluminium, donc c'est pas des jantes tôle, c'est des jantes alu. Elles sont pas trop grandes, donc ça fait 17, pas trop, voilà, ça reste raisonnable. Parce qu'il y a eu quelques années, c'était la course. Voilà. Ils mettaient à la grande jante, c'était pas ça a été 18, 20, souvent 18 à l'avant, 20 à l'arrière. Et puis après, ça a commencé 20, 22. Et ils ont même été au-delà. Donc là, ça devenait n'importe quoi. Mais là, on voit vraiment que c'est vraiment… la ligne est magnifique. Donc là, c'est quelque chose aussi, on attire votre attention sur le fait que il faut penser et réfléchir à des modèles différents. Voilà, ça, la culture de toutes ces voitures-là, si vous allez sur des car shows aux États-Unis, et ça, on va vous en montrer très prochainement, dès que c'est fini un peu le déconfinement, etc., et que les car shows rouvrent, on ira vous en montrer parce qu'il faut que vous voyez vraiment la diversité de l'offre de l'époque. Donc, comme je vous disais, chaque année, les designs étaient différents. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer ce dont je parlais la dernière fois, à moins que ça se démonte assez facilement. Je ne veux pas trop carner. C'est planqué là derrière. Donc là, on entend, c'est pas un four micro-ondes. C'est des compresseurs qui chargent la cuve d'air pour la monter, parce que là, je lui ai donné l'ordre de monter. Donc cette voiture-là, elle est équipée d'une suspension à air à gestion électronique, pas la suspension à switch mécanique dont je parlais la dernière fois. Donc celle-ci, elle a des capteurs de hauteur et des capteurs de pression et elle se régule toute seule. Et on la préprogramme. On a 3 programmes qu'on peut paramétrer. Donc la position basse comme elle était tout à l'heure, donc dégonflée à parterre. La position médium, donc pour pouvoir rouler, donc elle est à une hauteur pratique où on peut braquer, voilà, elle monte et ça se fait tout seul. C'est électronique et ça se fait tout seul. Elle gère son assiette toute seule. Et donc si on monte à 4 dedans, la voiture va descendre et elle va corriger. Donc c'est vraiment le fin du fin de la suspension pneumatique et c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc ça n'existait pas, ça c'est assez récent, ça fait quelques années que l'électronique est vraiment arrivée en avant dans ce domaine-là. Avant c'était à l'ancienne avec des switches et des électrovannes comme j'ai montré la semaine dernière. Mais là ça c'est le fin du fin. C'est pas rapide en exécution parce que c'est pas fait pour, c'est fait juste pour avoir le stance et c'est une suspension qui est performante. C'est-à-dire qu'il y a des amortisseurs de qualité, ça se comporte comme une vraie suspension à ressort. Donc en rue, on ne sent pas la différence entre les airbags et les suspensions à ressort. Voilà, elle a arrêté son cinéma, elle est à hauteur, elle est en hauteur médium. Donc ça, c'est sa hauteur de roulage. De cruising. Voilà, de cruising. Et c'est génial. Moi, je trouve ça vraiment cool d'allier un peu une ancienne bagnole avec de la technologie moderne, surtout sur de la suspension. Moi, je trouve ça super cool. Ouais. Ah, c'est magnifique. Bravo. Donc ça, bien entendu, donc on en connaît d'autres à vendre. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, alors bien entendu, c'est des voitures de ce niveau-là. On va être aux alentours des 60, 70, 80. Ça dépend du niveau de finition, du type de moteur, etc. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de voiture, on peut trouver aussi à des budgets un peu plus raisonnables des voitures qui seront bien sûr pas aussi bien équipées, aussi bien finies que celle-ci. Mais voilà, c'est quand même… Il faut penser aussi, se dire que voilà, il faut sortir, je pense. Et ça rentre dans un box français. Alors, ça rentre au chausse-pied, mais ça rentre. Parce que moi, la mienne, je la garais dans un box français. Bon, pour sortir, fallait pas être gros. Le châssis, c'était le même d'ailleurs. Le même châssis. 61, 62. Elles sont vraiment similaires. Tout l'intérieur est quasi identique. C'est le même tableau de bord, le même pare-brise. Il y a beaucoup d'éléments communs. Bon, les faces avant et arrière sont différentes, les ailes. Mais l'intérieur, quand je m'assieds dedans, la mienne avait le même intérieur rouge. Donc ça me fait vraiment penser la fameuse moquette aussi. Voilà, la moquette Biton. Faut la démarrer. Allez, on vous fait plaisir. Allez, c'est vendredi, hein, on veut vous faire plaisir. Alors, tu as remarqué que les échappements avaient été incorporés dans les flancs de moto. Et on va réveiller le Big Block. Ça permet de baisser la voiture sans faire traîner l'échappement par terre, si les gens se posent la question. Comment ? Que ça peut arracher une porte. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Bon, je trouve qu'il a une sonorité un peu old school, ce moteur. Ça sonne pas comme tu sais, le muscle car. Ouais. C'est vraiment le gros V8 à l'ancienne et il sonne bien et c'est vraiment original. Elle est Non, c'est vraiment une magnifique. belle bagnole. Ça, c'est une très très belle caisse. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé si on peut arracher une dent avec cette voiture. Donc, ça fait référence à une vidéo que j'avais postée il y a quelques années. Et avec mon lowrider, j'avais arraché une dent de mon fils. Je vous la posterai après le live, je vous la partagerai. C'est assez marrant avec l'Impala 60 Cabriolet, justement. Et non, la réponse est non, puisque comme Alex l'a dit, c'est pas du tout réactif. Contrairement à une voiture sur hydraulique où là, boum, tu appuies sur le switch et la caisse monte vraiment violemment. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire un peu en commentaire ce que vous avez pensé de cette caisse. Nous, on est ultra fans, hein, j'imagine que vous l'avez compris. Voilà. Donc, très très belle caisse. On va faire un petit tour, enfin un petit résumé de ce qu'on va faire sur la voiture de François. Donc cette très jolie voiture, on vous l'avait montré la dernière fois avec Jérém quand il avait parlé un peu des GT 350. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qu'il nous reste à faire. Maintenant qu'Alex t'a fait la liste. Phase 1, donc la phase 1 correspond au diagnostic et à l'établissement de la liste des travaux à faire. Donc celle-là, elle a passé déjà la phase 1. Après, il y a la phase 2, c'est la commande des pièces. Donc là, c'est pareil, elle est en phase 2, on va dire, même les pièces sont commandées. Ouais, sont déjà commandées. Voilà, donc, et après, ça sera au fur et à mesure que les pièces arrivent, on assemble. Donc c'est une voiture qui a été restaurée déjà complètement, Framov, la coque à nu. Donc heureusement, voilà, pour nous, j'ai envie de dire, et ça fait moins de boulot à faire. Ouais. Toutefois, encore, il y a toujours des trucs qui clochent. Donc des petits trucs à revoir. Les klaxons, il n'y avait pas de klaxon, ils ne fonctionnent pas. L'intérieur n'a pas été fini de remonter et puis malheureusement des pièces ont été perdues. Donc on va essayer de retrouver les pièces manquantes et de finir et de le peaufiner pour que l'intérieur soit nickel. Il manque les lécheurs de vitres, des détails, plein de petits détails ici et là qu'il va falloir peaufiner. Après en mécanique, ça va être un entretien classique. On va quand même démonter la boîte. Ah oui, ça c'est la petite surprise sympa. Ouais. Voilà, démonter la boîte parce que les personnes qui ont monté la boîte, la boîte a un cache sur le haut. C'est une top loader, boîte 4 vitesses. Avec le cache sur le haut et le cache sur le haut, il fuit. Il se met à, je ne sais pas comment, pourquoi, il va falloir qu'on démonte la boîte parce que ce cache, il n'y a pas accès. Donc on va quand même devoir enlever la boîte. Ça fait partie c'est notre métier de le faire, monsieur. Ça fait partie des petites réjouissances, voilà, des voitures de collection. Hormis ça, après, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait un bon tour au niveau électrique pour identifier les problèmes. Il y avait plein de choses qui étaient soit pas branchées, soit bypassées, etc. Donc ça déjà, tout ce qui avait été réparation électrique, j'ai déjà avancé, je sais exactement où on va. Et puis après, on va pareil, ils ont le truc de lave-glace. Ils l'ont monté, il est tout neuf, mais il n'est pas branché, quoi. Donc c'est une voiture qui a été remontée, mais qui n'a pas été finie, en fait. On voit très clairement que c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent dedans, et qui n'a pas eu soit le temps ni l'argent de la finir. Et donc nouveau projet. Il reste vendu cause nouveau projet. Voilà, c'était ça. Nouveau projet, voilà. Le moteur va très bien, tout est parfait de ce côté-là, des mares impeccables et tout. Ça va suivre son cours. On vous la montrera en mouvement, celle-ci aussi. Voilà. Donc voilà, très belle caisse, François. Tu vois, c'est en cours. Ensuite, je propose, mon cher Tintin, et ça y est, les dossiers de l'histoire. Les dossiers de l'écran. Est-ce qu'on passe à notre petite jérémiade? Profitons-en. Voilà, alors allons-y à fond dans la jérémiade. Je vais rester à côté de toi pour le micro. Et tu vas nous expliquer un petit peu. Voilà, bien sûr, ça c'est le t-shirt du Rallye du Cœur, mis spécialement pour l'occasion. Voilà, nos amis du Rallye du Cœur. On vous remercie, on vous dit bravo. On vous soutient parce que c'est top ce que vous faites. Et l'association Imagine for Margot. Voilà, et toutes les familles et tous les petits qui sont atteints de cette maladie, on vous soutient et on pense vraiment à vous. Voilà. Ensuite, tu nous parles de quoi aujourd'hui? J'ai voulu profiter de la belle GT500 dans le garage et du départ en vacances pour… Oui, parce que ça, on n'a pas dit. La semaine prochaine, nous serons en vacances. Donc, en fait, on fait les vacances décalées. Donc, Jérémy et moi prenons une semaine, donc là, à partir de demain. Donc à partir de ce soir, n'ayons pas peur des mots. Et donc la semaine prochaine, Alex sera ici au shop pour réceptionner. On a des caisses qui arrivent, des pièces et du matos, etc. Et puis voilà, et puis nous on revient donc la semaine d'après. Excuse-moi, je t'ai coupé, alors tu peux enchaîner. Travailler un peu quand même par la… Mais bien entendu, bien entendu. Nous parlions cette semaine avec Alex. Je lui ai posé la question, savoir si sur les Mustangs,
s'il y avait eu des hardtop. Alors il me dit bah oui, il me dit les coupés c'est un hardtop. Je lui dis oui, d'accord, mais je lui dis est-ce que sur les cabriolets, il y a eu des Mustangs avec des hardtop qu'on puisse mettre un toit solide quoi. Ah ouais. Et il me dit ouais peut-être, sans doute, il y a des gars qui ont fait ça et tout. Donc en fait, je me suis justement un peu documenté là-dessus. Et donc il y a eu effectivement des accessoiristes quoi, qui ont fait des toits. Bon, ça reste marginal et artisanal quoi, tu vois. C'est vraiment. Toit de coccinelle sur une Mustang. Non, c'est vraiment. Bon, ils l'ont coupé, tu vois, mais bon, c'est. Enfin, je pense pas qu'il y en a eu vraiment beaucoup, mais ça a existé. Et donc du coup, je me suis intéressé à. Je me suis dit, est-ce qu'il y a eu des GT500 cabriolets? Donc il y a eu quelques GT500 cabriolets. Et après, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y a eu des GT500 KR, la gamme au-dessus, quoi, en cabriolet? Et ben oui. Donc il y a eu, donc début 68, il y a la GT500 avec le 427, voilà. Et après, donc il y a le 428 qui arrive, et là, elle prend le nom de KR parce qu'elle a le gros moteur Cobra Jet, machin. Donc ils sortent 517 exemplaires de la GT500 KR. Et puis bon, là, c'est le top du top, quoi. Ouais. C'est le top du top. Et puis, donc, j'ai un chiffre qui m'a fait rire. C'est que une GT500, c'était 4570 $, quoi. Ouais. Neuf. Vous m'en mettrez 4. Voilà. Et en fait, la cabriolet, la GT500 KR cabriolet, elle était pour 100 $ de plus. Ah ouais. Voilà, pour 100 $ de plus. Mais c'était une somme, hein. Attends, Ouais, 100... c'est des anciens dollars, il faut remettre ça au cours ouf, actuel. Je crois que c'est 10 fois, je crois qu'il faut multiplier ça. Ouais, pour même avoir plus que ça. Plus que ça. Hein. Bah ouais. Donc, largement. Voilà. Viens, j'ai fait des photos. Ah, montre-nous, il s'est fait des documenté. photos. Donc, Ah là là, Profitons super. de la tablette. Alors vas-y. Donc tu veux que je te manipule la tablette? Nous Messenger? partageons avec. Alors Jenny. Clac. Sinon, si tu sais pas, tu demandes à Franck. Franck, il est ultra documenté, hein. Mais Franck, viens la prochaine fois que tu viens en vacances ici, eh ben, viens faire le live avec nous. Tu es cordialement invité. Franck Gras, là c'est l'encyclopédie, la Bible. Allez Jenny, viens voir un petit peu. Donc, moi c'est super joli, hein. Elle garde tous les. Voilà, elle garde toutes les caractéristiques de la KR, quoi, avec l'arrière, le gros arceau, capot. il y a quand même un petit arceau en cas de passage sur le béret. Qu'on ne souhaite à personne. Donc 517 exemplaires. En cabriolet. Ouais, en cabriolet. D'accord. Ouais, en cabriolet. C'est chouette, hein. Bah tu vois, ça fait penser à une California spéciale du coup. Bah oui, parce que tu vois plus le toit. Restons dans les vacances. À quoi elle vous fait penser celle-là? Bah Hertz, Hertz. les locations. Exactement. Donc pour les vacances, la location Hertz. Donc Shelby s'est associé avec le loueur Hertz. Et ils ont signé un contrat de 1000 voitures. Donc ça c'est pour l'année 66. Donc c'est la GT 350. Mais H. Voilà, H pour Hertz. Donc ça c'est la documentation d'époque. Le petit flyer. Voilà, pas de top qualité, mais... Et donc celle-là, on a eu la chance de la voir à Volt. Il y en a une comme ça, identique au musée Peterson à Los Angeles. La prochaine fois, tu me nettoieras ta tablette. Hein. Excuse-moi. Et donc voilà, la GT350H. Donc il y en a eu 1000 exemplaires. Il y en a eu 800 dans cette coloris, avec les bandes Le Mans là, en or. Et après, il y en a eu des rouges, avec les bandes or. Donc à l'intérieur, c'est une GT350 avec un beau contour sur le tableau de bord. Beau contour Cobra. Voilà, le petit cache. Enfin, quelques pièces spécifiques. Ça a coûté 17 $ par jour. Ou alors 77 $ la semaine. Donc c'est quand même. Il fallait avoir 25 ans ou plus pour la louer. Et donc voilà, tu vois, C'est rigolo. Ouais, c'est sympa. Donc voilà, c'était le petit Ouais, paragraphe c'est Mustang le petit pour les clin d'œil. vacances. C'est le petit clin d'œil. Et donc cette GT500, donc elle est disponible à la vente. Alors tout à l'heure j'ai dit qu'on n'avait plus rien à vendre. J'avais oublié. Mais parce qu'en fait, celle-ci, c'est un projet en fait. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est disponible à la vente dans l'état, ou restaurée, ou modifiée, ou remise dans sa couleur d'origine,
ou faite en Eleanor. Voilà. Donc cette voiture-là, bah voilà, c'est une vraie Shelby GT500, documentée, Marty Report, etc. D'origine, elle avait une couleur lime green, donc c'est un vert tilleul. Voilà, là ils l'ont peinte en... Un peu comme dans la photo, là, c'est ça, voilà. c'est cette couleur-là. Hein. Fais-moi voir un petit Non. peu. Ouais, ça doit être ça. Tiens, bah Jenny, si tu veux venir montrer cette couleur-là, que les gens imaginent. Donc là, elle est peinte en code D, Acapulco Blue, qui lui va très bien aussi. Voilà, donc ça, c'est un peu, voilà, c'est un projet qui, ça nous intéresserait vraiment de travailler dessus parce que bah, peu de gens font, par exemple, des répliques d'Eleanor sur vraie base Shelby, donc ça peut être une très bonne idée. Voilà. Couleur d'origine. Alors ça, Franck, tu peux éventuellement nous confirmer, puisque tu es là, tu nous regardes, tu nous dis si c'est ça le green, le lime green d'origine. Peut-être c'est un... Non, c'est pas celle-ci. Ok. Eh ben, tu peux nous préciser, mon cher. Alors... Alors maintenant, sans transition, donc après cette présentation de Shelby, nous allons passer à la partie que nous attendons tous, le fameux comment ça marche. Alors, avec est-ce que je dois mettre aujourd'hui... une blouse ou pas? C'est ça la question. Non, Non. pas la de peine. blouse. Reste tel, c'est comme au McDo, tu viens comme Comme tu es. tu es. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, les amis, je vais vous expliquer un petit peu. Bon, du moins, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Parce que, Et nous, on va essayer de comprendre. voilà, j'espère que tout ce que je raconte le vendredi, c'est clair. Parce que des fois, ça peut paraître un peu. Et les gens Massif. ont un clavier, ils peuvent mettre des ils peuvent se commentaires. plaindre, Voilà. Et puis s'ils ont besoin de specs pour la semaine d'après, ils peuvent nous le dire. Tiens, parce qu'il y a des gens aussi qui commandent directement sur YouTube. Et il y a même quelques champions qui croient que sur YouTube, on est en direct. Alors ça, attention les amis. Le live, c'est vendredi soir, 20h10. Si vous le voyez à un autre moment, ne nous posez pas de questions à ce moment-là, nous ne pourrons pas répondre. C'est, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Quel est ce verre d'alcool? Voilà. C'est... Je t'ai servi un petit verre, Charlie. Donc là, on peut bien voir. Hein. Donc vas-y, renifle. Dis-moi ce que t'en penses. Et c'est vrai que ça sent la l'alcool. vodka. Oh putain. Ça sent bon. Hein. Ça sent bon, hein? Ah ouais. Déjà, j'adore Voilà. l'odeur de l'essence, mais ça, là... c'est tout simplement de l'alcool de maïs. Donc c'est du bioéthanol. C'est un biocarburant, un agrocarburant. Donc c'est issu de la culture végétale. Et c'est une énergie, on va dire, renouvelable, puisqu'on peut faire pousser autant de maïs ici aux États-Unis ou en Europe de betterave ou de blé, parce que c'est aussi, suivant les pays, ils le fabriquent de manière différente. Et au Brésil, eux, utilisent la canne à sucre pour fabriquer l'éthanol. Donc C'est vrai qu'ils roulent énormément à le l'éthanol au Brésil, Brésil. c'est le premier pays consommateur d'éthanol. Ok. Donc il y a un gros marché et justement il y a des conflits parce qu'ils font pousser la canne à sucre, ils font des plantations massives de canne à sucre pour produire de l'éthanol au détriment d'autres cultures qui, elles, pourraient permettre de nourrir la population. Donc c'est un carburant renouvelable, mais c'est pas la solution. C'est pas la solution à le problème d'épuisement du pétrole, non. Parce que c'est au détriment quand même de quelque chose. On épuise les ressources de la terre à faire des plantations massives. Donc je pense que c'est une partie de la solution. On peut faire une petite partie éthanol, une petite partie électrique et avoir plusieurs comme ça énergies renouvelables pour pouvoir améliorer la condition des polluants de nos véhicules en fait. C'est ça. Donc c'est ce fameux alcool. Donc là, dans sa forme, ici, là, celui que tu as là, c'est 100% d'éthanol. Et on peut voir, il est légèrement coloré vert. Bon, il s'est dégradé, normalement, il est plus bleu. Puis il n'y en a pas beaucoup. Sur un jerrycan complet de 10 gallons, il est complètement bleu. Hein. Donc celui-là, c'est de l'E100, c'est de l'éthanol de compétition. C'est ce que j'utilise dans ma voiture. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi de l'E100 et pas de l'E85? Parce que celui-là, il a 100% d'alcool. Et la petite couleur bleue, c'est justement pour le différencier du reste du carburant. Et dedans, il y a quand même des petits additifs supplémentaires qu'il n'y a pas dans le E85 qui lui est composé principalement de 85% d'éthanol. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le 85. Dans la vérité, c'est très rare qu'il y ait 85% d'éthanol. On est plus proche des 80%. Et ce taux change en fonction des saisons. Donc quand on a la pompe avec une voiture flex fuel, on n'a jamais le même carburant en fonction, et le mélange change en fonction des saisons. L'hiver, on est plus proche des 70-75% d'éthanol, et l'été, 80 jusqu'à 85 dans les meilleures stations de qualité en fait.
Donc ce pourcentage d'éthanol. Moi j'utilise E100, 100% d'éthanol, pas de cinéma, pas de chichi, pas de blabla. Donc ça c'était la partie un petit peu culture, comment c'est fait. Donc il faut savoir que le bilan énergétique de la production de l'éthanol est 30% moins polluante que toutes les autres énergies, enfin surtout l'énergie fossile. Et à la fin, le bilan total, quand c'est mis dans la voiture et que ça a roulé, elle descend un peu, 20%, parce qu'on doit utiliser beaucoup plus d'éthanol pour faire marcher ta voiture, ça consomme beaucoup plus que de l'essence. Donc le bilan descend encore un peu. C'est de l'ordre de 15-20%. Voilà, le bilan de pollution est quand même 20% de moins que le carburant standard. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. 20%, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que l'éthanol, c'est un carburant qui est propre. La combustion de l'éthanol est une combustion qui est plus complète et qui est plus propre. Pourquoi? Parce que dans l'éthanol, les molécules d'alcool font voyager aussi des molécules d'oxygène. Donc, ce qui fait que ta combustion est plus froide, et plus propre et plus complète. Donc ça a plein d'avantages. Moi, mon avantage à faire ça, c'est que j'ai un indice d'octane entre 107 et 110 suivant les fabricants. Le 85 en station, généralement, il est aux alentours de 100-105 d'indice d'octane, voire plus. Ça dépend de comment c'est fait, du pays de provenance et justement de la saison et du pourcentage d'éthanol que tu as dans ton carburant. Donc l'indice d'octane, ça permet de refroidir et d'avoir une combustion qui est meilleure. Et justement, ça permet d'obtenir plus de performance en augmentant la pression des cylindres. Donc, c'est-à-dire au taux de compression plus élevé pour les moteurs atmosphériques et ou pression de suralimentation plus élevée pour les moteurs turbo. Et ça permet de repousser les limites du fameux cliquetis, la fameuse self-détonation. Parce que quand ta chambre de combustion est trop chaude, bah, tu ne contrôles plus la détonation avec la bougie. Ça se met le mélange se met à exploser n'importe quand et c'est là que ça détruit le moteur et qu'on a des dégâts incroyables. Donc c'est vraiment un carburant qui est magique pour ça. Parce que ça permet d'avoir une essence de compétition au prix de rien du tout, parce que ça coûte vraiment moins cher. C'est beaucoup moins cher que l'essence de compète. L'essence, alors ça, je n'ai pas les chiffres de tête, mais je sais que c'est... donne-moi mes chiffres. Je triche, hein, vous m'en voudrez pas, mais les chiffres, c'est pas mon truc. Donc là, on va faire une petite comparaison au niveau tarif, parce que c'est quand même intéressant. Je pense, ceux qui vous intéressent pour nourrir vos américaines. Donc le côté performance, moi, c'est ce qui m'intéresse, et j'y gagne quand même au change, parce que un gallon de 85, donc un gallon... 3 litres 8 4 litres 5, mon ami. 3 litres. C'est 3 litres 8, un gallon. 3 litres 8 Oui. On m'aurait-il menti. Donc 2,20$ le gallon, ce qui est vraiment pas cher, et un gallon de VP 110, c'est $13. Donc de l'essence de 110, c'est $13. Donc chez vous en France, qu'est-ce que ça donne? Donc chez nous, je vais vous donner le prix du samplon au litre en euros, comme ça va vous faire... Nous, c'est 60 centimes du litre, pour mettre en ce moment. En ce moment. En ce moment, parce que ça a baissé avec la crise. C'est 60 ça a baissé avec la crise, le litre. Mais vous êtes à 1,50€ en moyenne. En moyenne. Plus ou moins, j'ai fait une moyenne. 1,50€ du litre. L'éthanol chez vous coûte 0,60 €. Jusqu'à 0,70, 0,75 selon les... C'est une moyenne, donc c'est quasiment 3 fois moins cher. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant pour vous. Après, l'avantage, c'est ça, pour vous, le prix, les performances, donc c'est vraiment un carburant idéal. Mais par contre, évidemment, il y a des inconvénients. Des petites contreparties. C'est pas toujours le bilan, sinon ça serait le rêve américain. Donc le problème de l'éthanol, il a plusieurs défauts. Son plus gros défaut, c'est qu'il a un pouvoir calorifique qui est inférieur à l'essence. Du fait de la présence de cet oxygène sur les molécules, on est obligé d'en mettre plus pour avoir le même pouvoir calorifique. De 20 à 30% de plus de carburant. Donc ça veut dire qu'il faut des injecteurs qui envoient 30% de plus ou un carburateur qui a des gicleurs 30% plus gros. Donc ça, c'est une moyenne. C'est pareil. En fonction de la valeur, le pourcentage d'éthanol que vous avez dans votre carburant. Ça, c'est le premier défaut. Ça consomme plus. Donc 30% de plus. Le plein descend vite, mais il est moins cher. Donc au final, 30%, 3 fois moins cher, on y gagne encore. Bien sûr. Voilà. Donc, et en général, moi, il me semblait que c'était plutôt aux alentours des 20% de surconsommation. Alors, dans une utilisation classique. Voilà, parce que toi, tu as une utilisation qui est poussée à l'extrême. On est entre 20 et 30%. C'est une fourchette, en fonction de la quantité d'éthanol que tu as dans ton carburant. Si tu as un E85, vraiment E85, tu vas te rapprocher plus des 30%. Si tu as un E70, E75, tu as besoin de moins, puisque le reste, c'est de l'essence. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là que je donne une fourchette, c'est en fonction de la quantité d'éthanol que tu as dans ton réservoir.
Après, le deuxième gros défaut de l'éthanol, c'est qu'il n'est pas stable. C'est un carburant qui est corrosif et qui se dégrade vite. Donc il absorbe l'humidité, donc il fait rouiller tous les composants et en plus il est très corrosif. Donc c'est vraiment les deux principaux problèmes avec l'éthanol. Mais ça peut être corrigé en utilisant le carburant, l'utiliser. En se servant du véhicule. Voilà, en se servant du véhicule. Dans mon application, c'est plus un problème parce que moi je roule pas tous les jours avec ma caisse. Je roule que sur certains événements, donc je suis obligé de vider le réservoir, nettoyer les filtres, vraiment tout rincer pour pas que ça endommage, faire nettoyer les injecteurs. Ça nécessite une grosse maintenance dans mon application. Vous qui roulez tous les jours à l'éthanol, non, parce que l'éthanol il circule, vous le brûlez, et puis toutes les semaines vous remettez de l'éthanol frais. Donc une voiture qui roule à l'éthanol doit rouler, ou ça nécessite de la maintenance supplémentaire. Donc ça c'est vraiment un point quand même qui est négatif. Et après le côté corrosif, ça c'est pareil, on peut le contrer en utilisant les matériaux adéquats pour faire fonctionner ta voiture. Donc là, je vous ai ramené un petit échantillon, j'ai démonté quelques trucs de ma voiture, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Donc là déjà, c'est les durites de carburant. Donc ça, les durites de carburant en caoutchouc du commerce, non, ils bouffent le caoutchouc, ça finit par le désagréger et ça vient boucher les gicleurs, boucher les injecteurs, boucher tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a sur son passage. Donc ça, c'est le haut de gamme, c'est la Rolls-Royce de la durite pour éthanol. C'est des durites en PTFE. Donc c'est un genre de nylon, et donc à l'intérieur elle a un traitement, donc c'est du nylon, c'est une durite en plastique qui est cerclée d'inox, une tresse inox pour qu'elle soit solide, parce que la durite PTFE, son problème, c'est qu'elle n'est pas très flexible. Si tu la plies trop, elle se plie et c'est terminé. Elle ne revient jamais à sa place, donc c'est quand même assez fragile. Mais ça, si c'est bien installé, c'est la vie de la voiture, ça ne bougera jamais, jamais. Donc ça c'est cher. Évidemment. Mais pourquoi le précises-tu? Voilà. Quand c'est bien, en général, c'est toujours cher. un peu plus cher. Mais il y a des solutions alternatives. Donc ça, c'est des durites caoutchouc avec un lining, un coating à l'intérieur. Donc c'est du caoutchouc, donc on peut l'applier, on peut en faire ce qu'on veut. Ça prend toutes les formes, etc. On peut les faire soi-même. Donc celle-ci est crimpée donc à la cote. Donc ça, c'est des durites. Nous, on utilise des durites qui sont crimpées, qui sont serties pour pas avoir aucun risque de fuite, etc. Et celle-ci, c'est des durites que l'on fait nous-mêmes. Ça marche aussi, c'est aussi fiable. Donc, on peut avoir de la durite PTFE qu'on peut faire nous-mêmes avec des raccords en français, comment on pourrait dire Serti? Non, ça c'est pas serti, c'est assemblé. Voilà, un raccord assemblé. Mais moi, je préfère le crimpé parce que c'est plus fiable et ça bouge jamais. Bon, l'avantage, c'est que si tu te plantes dans la côte, il faut refaire la durite. Ouais. Donc, faut pas se tromper. Donc ça, c'est une solution alternative qui est très bien. C'est du Vibrant Performance. Ils vendent une durite caoutchouc qui résiste à l'alcool, donc ça tourne au méthanol, à l'éthanol, E85, E10, sans plomb, huile de boîte, huile de tout ce qu'on veut. Ils ont un lining de protection à l'intérieur et ça vieillit plutôt bien. Ça, c'est une durite que je me suis servi pendant 2 ans à l'éthanol. Donc c'est de mon ancien build. Et on peut voir, elle est toujours souple, elle ne se désagrège pas, ça marche très bien. Donc elle pourrait très bien être réutilisée. Donc ça, c'est le genre de durite que vous pouvez utiliser sur vos américaines parce qu'on arrive à un tarif qui est raisonnable. C'est pas là en termes de coût, on doit être à 2 fois et demi moins cher que celle-ci en fait. D'accord. Donc c'est quand même pas. Et en gros, tu as une idée genre de ça là, une durite comme ça. Une durite comme ça. Bon là, ça s'achète des rolls de 5 pieds, 10 pieds, 20 pieds. Donc un roll de 5 pieds, ça doit être dans les $20 ou $25. Après les petits embouts, ça doit être entre 5 et $11 en fonction de la complexité et de la taille. Donc c'est pareil, il y a plusieurs tailles. Ça c'est du 6. C'est du AN6, donc c'est un format de durite, et c'est le retour ça. Moi l'arrivée elle est en AN10, donc plus tu mets en gros, plus c'est cher, les raccords, etc. Donc c'est quasiment du simple au double sur la taille. Mais vous, pour vos carbus, AN6 c'est bien, vous pouvez faire vos arrivées en AN6, ça marche très bien. Et celle-ci, par exemple, ce petit morceau-là, pré-crimpé avec tout monté comme ça, on doit être dans les $30-40. Donc ouais. Voilà. Et bon, faut pas se tromper. Il faut bien mesurer. Mesurer 2 fois, couper qu'une fois. Hein. Donc ça, c'est la partie, tuyauterie, on va dire, mais tout le système de carburant doit être adapté. Alors, il y en a qui me diront, ouais, mais ça marche quand même, on met dedans, ça marche. Oui, ça va marcher. Mais combien de temps? Au long terme, je peux vous assurer qu'il va y avoir des problèmes. Je le sais parce que j'en ai fait l'expérience. Donc, les bonnes durites, le bon réservoir. Donc, les réservoirs en acier, ça marche. L'acier ne va pas être dégradé par l'éthanol. Mais par contre, comme je le disais avant, il emmène de l'humidité. Et l'acier et l'humidité, ça fait quoi? De la rouille. Donc si on laisse son réservoir en acier plein d'éthanol pendant des mois, à un moment, il va se finir par rouiller. Pareil pour tous les composants en acier du puits de jauge, etc. Si c'est souvent renouvelé et qu'il n'a pas le temps de prendre l'humidité, il n'y aura pas de problème.
Sinon, il va falloir trouver une autre solution. Et ça, on peut utiliser des réservoirs en inox, qui eux ne bougeront jamais, ou en PTFE, pareil, en polypropylène, en plastique. Hein, c'est un genre de plastique. Et ça, pareil, ça ne se dégrade pas avec l'éthanol. Et c'est ce que j'ai, moi, d'origine sur ma voiture, le réservoir en plastique, en polypropylène, donc pas de problème. Pas de souci. Pas de souci. Donc les pompes sont conçues pour aspirer l'éthanol, parce que Pompe dedans, à tous les essence. joints, tout ce qui est joint, etc., doit être conçu. Pareil, les petits raccords, là on peut voir. Donc les fameux raccords, donc ceux-là c'est des raccords ORB. Donc, je ne l'ai pas enlevé, mais je vais vous montrer sur le dessus du filtre. Un raccord ORB, c'est un raccord, un filetage droit avec un joint torique. Et les joints toriques doivent être de la bonne matière pour résister justement à l'E85 et pas sécher, et pas se craquer, et pas être bouffé. Donc là on peut voir, pareil, ça c'est un filtre qui a 2 ans. Donc on voit le joint torique, il est toujours bien souple, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est un filtre spécifique pour l'éthanol, en inox. Donc voilà, je vous montre. Donc ça c'est le must-have pour quand on passe à l'éthanol. Ça permet de, parce que l'éthanol, il y a quand même des cochonneries dans les stations, etc. Surtout. Bien parce que je sûr, mets pas dans que le fond de des 100. cuves et tout. Des fois, je roule à l'E85, tu vois, quand je vais à un 40 coffee, etc. Le 100, c'est pas donné, donc il faut le faire venir par baril, etc. Donc je mets de l'E85 et je vous expliquerai comment je fais pour passer de l'un à l'autre. Et vous, comment vous n'allez pas pouvoir le faire. donc voilà le filtre en inox. Donc ce filtre en inox, il a une cape. Tiens, ça sent bon, hein, ça sent l'alcool. Presque envie d'en boire. Et ça, c'est génial. Quand tu roules et que tu fais tourner la voiture, ça sent l'alcool. Les fumées d'échappement sentent l'alcool. Ouais. C'est assez intéressant. Donc c'est un filtre en inox qui est réutilisable, on peut le nettoyer. Ça, c'est les plus chers du marché. Alors ça existe en pas. Putain, elle a tout bu quasiment. Elle a tout bu. Donc c'est un filtre en inox. Si la caméra bouge, vous étonnez pas. Hein. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut le réutiliser à vie, c'est pas de problème. Il a une capacité de filtration de 10 à 24 microns. Donc il filtre des particules de 10 à 24 microns. Donc tu peux voir, bon bah là, je les avais nettoyés avant de démonter. Enfin, ils sont propres. Mais bon, et ça se nettoie pareil régulièrement. Moi, je les nettoie en général à chaque vidange, c'est-à-dire 6 fois par an, 5 à 6 fois par an. Ouais. Voilà. Donc, Marius, il fait 5 à 6 vidanges par an, mais bon, en même temps, c'est son métier. voilà. Hein. C'est Nous, juste. dans nos voitures de tous les jours, on en fait une par an, déjà, c'est bien. Donc ça, c'est le filtre haut de gamme. Donc c'est le truc que je préconise. Ça vaut dans les $200 le filtre. Ouais. Hein, c'est pas rien, mais c'est un investissement. Ça protège tout le moteur. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et après, on a passé donc le réservoir, les durites, la pompe, bien évidemment. Donc la pompe sur les moteurs d'américaines. Je vais pas vous mentir, je n'ai pas regardé encore, mais je suis sûr qu'il y a certainement des fabricants qui font des pompes avec des membranes qui sont conçues pour résister à l'éthanol, avec un composé souple qui résiste à l'éthanol, je suis presque sûr. Donc la pompe doit être adaptée. Et bien évidemment, le carburateur, lui, doit pareil être adapté, donc avec des cuves qui peuvent... donc l'aluminium résiste à l'éthanol, mais il doit être traité avec un coating. Donc soit de l'anodisation, soit d'autres coatings de protection, parce qu'il finit par bouffer l'aluminium, l'éthanol. Ah ouais, c'est quand même donc corrosif. C'est corrosif. Ouais. Ah oui, Ouais. non, les gens prennent ça à la légère. Non, non, ça rigole pas. Hein. Donc le carburateur doit être adapté, et bien évidemment, comme je le disais au préalable, 30% de carburant en plus. Donc si vous mettez un carburateur éthanol sur votre américaine, il fonctionnera l'éthanol, ça marchera très bien. Mais il faudra mettre que de l'éthanol. Si vous mettez de l'essence, Il y aura 30% ce sera trop d'essence riche. en Ce sera trop. trop riche. Bien trop riche. Et la voiture va fumer, très mal fonctionner, ça sera une catastrophe. Donc carbu-éthanol, oui, mais que éthanol. Vous êtes condamné à mettre de l'éthanol. Alors après, éventuellement, si vous arrivez à peu près à la moitié ou au quart de votre réservoir et que vous voyez que vous ne pouvez pas trouver d'éthanol, vous pouvez mixer un petit peu. Du coup, ça réduit ce Ça fameux réduit, pourcentage. Ouais. Donc la voiture sera quand même riche un peu, mais moins que si tu mets d'un seul coup 100%. Alors je vais prendre le problème dans le cas inverse. Quand tu as une voiture classique, le pourcentage d'éthanol que tu peux mettre, c'est 30%. Tu vois, safe. Ça ne gênera en rien. Tu mets 30% d'éthanol dans ta voiture, elle fonctionnera comme avec de l'essence. En injection ou en carbu? En injection. En injection. Voilà, Parce qu'en carbu, c'est rien du tout. Même un E10, ça non, ça même déconne. un E10, pas dans les vieux Donc carburateurs. attention les gars, ceux qui ont des Là, je parle d'une voiture anciennes, moderne. Je suis une Prius, etc. Ouais. Il y en a qui roulent 100% éthanol, mais là, ça lève des voyants, ça fait des problèmes. Lui, 150 000, voilà. 150 000 bornes avec la Prius, ça marche. La Prius, de c'est madame. une des rares voitures qui marche 100% éthanol. Bon, elle lève des voyants, etc. Oui, mais petit voyant jaune, mais bon, c'est une ça Toyota. endommage rien. Elle pas en encaisse panne. le truc. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi, mais ça marche.
Et donc d'une voiture classique, on peut mettre jusqu'à 30%. Et là, ça sera l'inverse sur une voiture éthanol, donc adaptée avec carburateur, filtre, line, etc. Vous pourrez remettre jusqu'à 30% de sans-plomb. Ça sera beaucoup plus riche, mais vous pourrez encore rouler de façon à peu près pour rentrer chez vous. Ouais. Mais si après vous voulez retrouver un fonctionnement normal, il faudra bien évidemment tout virer et remettre que de l'éthanol. Voilà. Donc voiture américaine éthanol, oui, mais que éthanol. Parce qu'il faut vider le réservoir, il faut le démonter, le vider. Ancienne, bien sûr. Ancienne. À carburateur. À carburateur. Voiture Après, moderne. Voiture Je vais vous montrer moderne, un dernier injection. composant et après je vais arrêter là parce que ça va faire long. Pourquoi je peux passer de l'E100 à l'E85? Mais oui, dis-nous. Mais pourquoi? Comment tu fais? Mais Tu es alors, magicien. mais Non, comment- je ne suis comment- pas magicien. C'est grâce à ce petit bidule-là. Et ce petit bidule-là, c'est un capteur c'est un capteur de quantité d'éthanol. Donc ça, c'est mis sur ma durite de retour de carburant. Et lui, le carburant le traverse et détecte le pourcentage d'éthanol que j'ai dans mon carburant. Et il ajuste la cartographie en fonction. Ah ouais. Donc, tout est géré électroniquement, je fais rien, voilà, je peux mettre de l'essence, ça marche, je peux mettre de l'essence standard, donc la voiture elle va être funky pendant les 10 premières minutes, le temps qu'elle s'adapte, parce qu'elle doit reparamétrer toutes les cartographies, etc. Donc ça va être un peu funky au début, puis au bout d'un moment ça va se tasser. Alors bien évidemment, à l'essence, j'ai plus de puissance puisque j'ai plus cette fameuse capacité de refroidissement de chambre de combustion, donc je peux plus mettre de puissance. Il n'a plus que Mais 800 je peux chevaux. rentrer chez moi. Non, même pas. Je peux Même pas 800 chevaux. Parce qu'ici, chez nous, Ah. l'essence est de piètre qualité. Vous avez une bien meilleure essence de pompe que chez nous. C'est vrai. Donc, je peux rentrer chez moi, mais je peux absolument pas envoyer de steak. Donc, capteur Flex Fuel. C'est pour ça que les voitures Flex Fuel sont toutes équipées de ce capteur. Les voitures de grande série comme les Ford, les Chevy, etc., qui sont flex, ont ce capteur-là. Et ce qui permet justement d'affiner la gestion. Comme je l'expliquais, l'hiver et l'été, le taux d'éthanol diffère. Donc lui, il le détecte et il ajuste la cartographie d'une petite manière pour avoir toujours le meilleur fonctionnement. C'est Very clair interesting. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on a eu des petites questions là-dedans? Eh ben moi, j'ai un truc à vous dire, puisque je vais rebondir sur l'aspect commercial de la chose. Ah, hein. bah N'oublions voilà. pas que nous sommes quand même une entreprise. Hein. Donc, mais une entreprise qui pense à vous et à vos avantages. Exemple, il y a beaucoup de voitures, comme vous le savez, américaines en version moderne, qui sont équipées en flex fuel d'origine. Les Tahoe, les vannes, les minivans. Vous savez qu'on a des minivans ici qui sont vachement Ouais. faciles à utiliser. Je pense par exemple au Dodge Grand Caravan avec le Ou l'autre, fameux système, tu Pas sais, le Caravane, non, l'autre. qui et est le super- Pacifica. Le Pacifica. Le Pacifica. C'est la encore mieux. Rolls-Royce du minivan. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a le système de stow and go, c'est-à-dire que vous pouvez mettre tous les sièges à l'intérieur, donc à toute la partie arrière, vous pouvez les ranger dans le sol, et du coup, ça fait une grosse capacité de chargement. Et voilà, on peut mettre, par exemple, si on a besoin qu'une rangée, on veut mettre un truc long. Voilà, planche de surf. Et de l'autre côté, on a quand même les sièges. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je dis ça pourquoi? Parce que si on compare avec, par exemple, un modèle européen avec un petit 4 cylindres diesel turbo, on n'aura pas l'agrément de conduite qu'on a sur le V6 3 litres 5 Pentastar qui fonctionne super bien, qui est ultra fiable. Et là, en fait, en coût d'utilisation, on va se retrouver très proche du diesel, puisque comme tu l'as dit, l'éthanol est beaucoup moins cher. Donc, c'est-à-dire que Aussi, c'est une flex fuel d'origine. Quel est l'autre avantage si elle est flex fuel d'origine? ça veut dire qu'au niveau carte grise, on a une carte grise dans certains départements gratuite ou alors des 50%, etc. Tout ça pour dire que si vous prenez un véhicule qui est, par exemple, 2010 jusqu'à 2012-13, vous avez un malus écologique qui est vraiment, Avec l'odeur. beaucoup plus faible que les voitures de l'année, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais tous les ans, en fait, le malus baisse de 10%. Ce qui signifie que vous avez une 2020, vous avez payé 100% de malus, et une 2010, vous serez déjà donc à 0% de malus. Donc si vous prenez une 2012, ça va, ça reste encore honnête, 2012-2013. Bref, tout ça pour dire qu'il y a tout un tas, et ça, notre ami Nicolas nous aide beaucoup parce qu'il poste des voitures modernes, et il pense souvent à bien poster des véhicules qui sont flex fuel. Donc n'hésitez pas à regarder ça, à étudier ça, parce que même en voiture sportive, familiale, berline, il y a une grosse offre ici avec des véhicules qui peuvent rouler à l'éthanol, et c'est quelque chose qui est vraiment plus rigolo que de rouler au diesel. Qu'est-ce qu'il y a, Jen? Une petite question? Ouais, pour Alex, est-ce qu'on peut monter une injection sur un vieux
Ouais, absolument. À partir du moment où la gestion elle est capable de lire l'information du capteur, donc là, c'est une gestion déjà un step au-dessus, parce qu'en fait, on a deux cartographies. Comment ça marche? On a deux cartographies. Moi, j'ai une cartographie à l'éthanol qui couvre l'éthanol de 60% d'éthanol à 100% d'éthanol. Et après, j'ai une cartographie essence, parce qu'il y a toujours un peu d'éthanol. Même dans l'essence de station, chez vous, vous avez le 10. Nous, ils ne disent pas que c'est le 10, mais il y en a toujours un peu. Il y a toujours au moins 5-6% d'éthanol dans l'essence normale. Et j'ai une deuxième carto qui couvre la partie basse, donc la partie pump gas, comme on dit. Et les deux cartos, en fait, se chevauchent. Et en fonction du degré d'éthanol que le capteur envoie au calculateur, eh ben, il a juste sur quel carto il doit déplacer ses curseurs, en fait. Donc oui, c'est possible sur un vieux moteur de le faire. Mais là, c'est une grosse gestion avec des capteurs, enfin du moins les injecteurs. Voilà, Motec, ProFI, AEM, oui, pas de problème. Mais le prix de la gestion, ça va coûter plus cher que le prix du moteur. Parce qu'on nous en a jamais demandé. C'est le premier à nous poser la question. Je sais qu'ils vendent des kits injection qui se remplacent à la place du carbu avec un throttle body avec des injecteurs dedans. Est-ce qu'ils vendent un truc avec un capteur flex qui permet de faire ça? Peut-être, je ne sais pas. À étudier. À étudier. Enfin, en tout cas, pour l'instant, dans le cas du truck de Fabien, nous, on va partir sur un carbu-éthanol. Et tout ça, c'est des choses, donc on a déjà bien avancé avec Fabien sur les contraintes qu'il y aura et les avantages, bien entendu. Donc voilà. Donc ça va être quelque chose que vous pourrez suivre. Ça marchera mieux. Fabien, si tu nous regardes, ton moteur 350 marchera mieux à l'éthanol qu'il ne marche au sans-plomb. Alors, oui et non. Il ne faut pas qu'il fasse froid. L'hiver, l'éthanol, il est feignant. Donc, c'est dur à démarrer. C'est pour ça que l'hiver, il diminue le taux d'éthanol dans le 85 de station. Parce que l'hiver, les voitures au Canada, à l'éthanol, leur éthanol, il n'y en a quasiment pas dedans. Ils ont même des circuits de réchauffage pour réchauffer le moteur pour les démarrer. Oui, mais là, c'est le Canada, là. Voilà, l'éthanol, à froid, elle a un peu du mal. Donc, c'est le seul un peu... Mais après, une fois que le moteur est chaud et qu'il fonctionne, ça brûle mieux, ça répond mieux. On va mettre plus d'avance à l'allumage, donc ça va être un peu plus agressif, un peu plus péchu, sans avoir de détonation. Le cliquetis du pump gas, quand tu as trop de compression, ou le self-ignition, fini. C'est-à-dire quand tu coupes ton moteur et qu'il continue à octer un peu. Ton taux d'octane n'est pas suffisant par rapport au taux de compression que tu as ou l'avance de l'allumage que tu as réglé. Donc là, avec l'éthanol, tout ça, terminé, le truc, ça va vraiment bien marcher. Et puis on va mettre un moteur neuf de toute façon. Bon. Tu vas faire tourner la voiture dans le garage, reste pas trop longtemps dans le garage avec à l'éthanol, j'ai fait l'expérience. Il n'y a rien que de renifler ça. Depuis tout à l'heure, je suis. Il est dizzy. Ouais. Ok. Voilà. Bon, on a fait un peu le tour sur tout ça. J'espère que de votre côté, vous avez passé un bon moment comme nous. T'as passé un bon moment, Jérém? Oui, j'ai passé un super moment. J'ai appris plein de choses grâce à... On a appris plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses grâce à vous. Merci. Merci les gars. Merci à tous de nous regarder. N'oubliez pas, même si là, vous n'avez pas eu le réflexe de partager, vous pouvez toujours repartager cette vidéo sur vos murs, sur les groupes que vous aimez bien. Et puis, comme ça nous permettra à nous d'avoir plus de retours, plus de questions et ça alimentera les prochains lives. Parce que vous vous doutez bien que nous, une fois qu'on aura abordé un certain nombre de sujets, on en est déjà au 95e live, quand on aura fait 200 lives, ce que je nous souhaite, à un moment, les questions, il va falloir qu'on aille un peu plus dans le précis et ça, ce sera grâce à vos questions. Voilà. Parce qu'après, je vais être obligé de faire comment ça marche, la vie sexuelle et la reproduction des alligators en Floride dans le bayou. Parce que je vais avoir du mal à trouver des sujets pour agrémenter. Mais je suis sûr qu'on va trouver. Avant de parler des testicules d'alligator, d'ailleurs, je me demande si les testicules d'alligator sont... Non, ils pondent des œufs, les alligators, c'est des reptiles. Ah bah oui, voilà. Quel con. Oui, parce que sinon, ça n'aurait pas été agréable au toucher, tu vois, enfin, pour Madame Alligator. Parce que t'imagines un peu des bollocks écailleuses. Mais ouais, attends, t'imagines un peu. Bon voilà, comme vous le constatez, nous ne sommes pas spécialistes dans tous les domaines. On se contente de parler de ce qui nous plaît et de ce qu'on aime. Et voilà, on espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi je suis content. Déjà, parce que demain on est en vacances. Et qu'on va aller se faire un petit road trip en direction du Grand Canyon, tout ça. On vous fera des photos. Et le live de vendredi prochain, on n'annonce pas où ce sera, mais on va essayer de vous faire une surprise, un truc vraiment cool. Voilà. On va essayer. Et demain, tous les passionnés de voitures de la région parisienne, tout le monde à Versailles. Tout le monde à Versailles. Il y aura du lourd. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site du Rallye du Cœur pour faire votre petit don, déjà, équipage 155, donc ça, vous commencez par ça, ça vous met en jambe, 10 balles.
hein, ça vous coûte 3,40. On ne demande pas plus. De toute façon, hein, c'est le nombre qui fait. Il y a 20 000 personnes qui suivent ce truc. Donc si avec ces 20 000 personnes, on arrive à mettre 10 balles chacun, vous imaginez, on va peut-être être au niveau de JP. Là. Aidez-nous. Faites quelque chose, qu'on ne soit pas ridicule avec nos 1600 balles. Bon, donc ça, on compte sur vous. Donc vous allez sur le site, vous faites votre petit don, et puis après, vous regardez le programme. Hein, ils vont à Mortefontaine, ils vont, il y a belle caisse. J'ai vu le plateau. Il y a 150 caisses de ouf. Voilà. Donc voilà, et puis l'année prochaine, on essaiera d'y être, bien entendu. Donc voilà les amis, excellente fin de journée, bon week-end, portez-vous bien. Voilà, et puis roulez safe. Roulez jeunesse. Et roulez masqué, c'est pas fini tout à fait ce truc.